Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce midi pour notre activité des séminaires en surveillance continue de l'état de santé et en vigie sanitaire, organisés par l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et donc, ce midi, on a le plaisir d'accueillir M. Félicien, je vais dire son nom de famille lentement, Itayezu, M. Félicien Ita Yezu, qui est directeur des études et des perspectives économiques au ministère de l'Agriculture, Pêcherie, Alimentation du Québec. Il exerce ses fonctions d'économiste au MAPAC là, depuis 26 ans. Et donc, dans le cadre juste vous rappeler on est le mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois de la nutrition. Et donc, on avait pensé d'inviter un conférencier pour nous parler d'une thématique liée à l'alimentation. Et donc, notre économiste va nous parler justement des notions autour du prix des aliments et de la consommation alimentaire au Québec. Et donc, juste avant de lui céder la parole, je veux juste vous rappeler que nos séminaires sont enregistrés. Et donc, si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement, on va vous demander juste de désactiver votre caméra. Et donc, sans plus tarder. Donc, on va céder la parole à M. Itayezu, qui va nous présenter son séminaire. Merci de m'accueillir pour essayer de parler du sujet qui peut être quand même assez long à traiter parce que quand on parle des prix des aliments, quand on parle de la consommation alimentaire et surtout dans la période ici, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions. On peut en parler plusieurs fois, on peut en parler de toutes sortes de façons. Mais actuellement, moi, j'ai choisi, parce que c'était possiblement ça la commande aussi, de parler des prix des aliments et la consommation au Québec, notamment pour mettre l'analyse sur la situation actuelle des prix, mais aussi avec les enjeux pour les ménages québécois en termes de dépenses. Qui suis-je donc? Et là, je vais parcourir en 4 étapes en réalité. Bon, vous verrez, je suis déjà dans l'introduction et de parler des préoccupations des consommateurs face à la hausse des prix des aliments, l'évolution des prix des aliments au Québec, parce qu'on en parlait souvent, les dépenses alimentaires des ménages québécoises et effleurer, parce que ce n'est pas mon secteur vraiment de spécialité, mais on est tous consommateurs, on est tous capables de dépenser, on est conscient de ce qui se passe quand la situation économique touche les dépenses des ménages. Donc, l'impact sur la consommation, notamment pour les ménages à faible revenu. Qui suis-je, qui sommes-nous? En fait, comme vient de le dire, je suis là comme économiste à la direction des études économiques, dont je suis le directeur. La direction des études économiques dit MAPAC, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Il joue un rôle central dans les analyses de l'industrie bioalimentaire et pour le gouvernement. Notre mandat est de fournir les données économiques essentielles, donc de la terre à la table, comme on dit, ou de la terre à l'assiette, de la production, pêche, transformation, distribution, dans le sens commerce de détail, commerce de restauration. Et nous en faisons plusieurs analyses de l'ordre économique approfondies, type de marché, modèle des flux. Nous faisons aussi des analyses d'impact économique et des analyses d'impact réglementaires pour les lois qui sont passées par le MAPAC. Et ultimement, ce que les gens qui nous voient de l'extérieur, c'est surtout en termes de diffusion d'informations et pour contribuer à faire le développement de connaissances sur le secteur bioalimentaire. Donc, c'est là, à ce titre-là, que je vais intervenir. Mais comme je le disais, c'est quand même un sujet assez vaste et j'essaie de réfléchir sans vous noyer dans les chiffres. Parce que l'objet est d'en parler, il y a une préoccupation, tout le monde est préoccupé par la hausse des prix. 96% des consommateurs au Québec se disent concernés par la hausse des prix des aliments. Autrement dit, 75% très concernés et 21% qui se disent concernés. Donc, au tout, 96%. Et de ces mêmes consommateurs qui se disent qu'ils sont à la recherche activement de presque 90% qui sont activement à la recherche des bas prix. Et comment on le sait, mais nous sommes tous des consommateurs, nous sommes tous des acheteurs, c'est une préoccupation qui est pan-canadienne. On dirait même qui est mondiale. Et dans certains cas, on pourrait se dire que même les Québécois sont moins préoccupés, très préoccupés par
problématique. Bon, on verra, ce n'est pas tellement variant. Et c'est une préoccupation qui traverse toutes les générations et c'est une préoccupation qui traverse tous les ménages selon les niveaux de revenus. Donc, tout le monde est concerné par cette préoccupation. Donc, et ça a une émotion. Pourquoi une émotion? Parce qu'acheter, manger, c'est un geste qu'on pose quotidiennement, chaque semaine, chaque jour. C'est pas comme si acheter une voiture, oui, elle coûte cher, mais je l'achète peut-être une fois tous les 4 à 5 ans, tandis que se nourrir et manger, c'est un geste qu'on pose chaque jour, et dans ce sens-là, il est chargé émotionnellement. Et c'est vrai quand on regarde que les prix, ils ont augmenté. Ils ont augmenté parce que les 12 dernières années, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les prix des aliments, ensemble des aliments, qu'est-ce qui passe par au service de restauration ou qu'on les achète dans nos magasins d'épicerie, ils ont augmenté de l'ordre de 43%. Évidemment, ça a augmenté beaucoup plus dans l'achat au restaurant. On devait peut-être s'y attendre. Et l'autre qu'on réalise aussi, c'est que dans les prix des aliments ont augmenté plus que l'inflation en général. L'inflation qui tient compte de tous nos achats, que ce soit pour la maison, pour la voiture, pour les vêtements. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une illusion. Au cours de 12 dernières années, les prix des aliments ont augmenté beaucoup plus vite. Et ce n'est pas simplement les 12 dernières années. Ce qui a mis beaucoup de gens à réfléchir ces jours-ci, c'est surtout après la pandémie. Il y a une poussée d'inflation post-pandémie et qui touche tous les secteurs. Et là, je vous invite, voyez-vous, il y a une inflation pour les produits des aliments, 24%, transport, 21%, et on peut en mettre le logement. Le seul secteur où on a baissé, c'est les vêtements et les chaussures. Possiblement, peut-être avec le confinement, avec le télétravail, les gens n'ont pas mis beaucoup plus d'accent pour s'acheter les vêtements les plus chers ou les souliers les plus chers. Mais pour les autres, on réalise que l'augmentation a été quand même conséquente. Des boissons alcoolisées, un peu moins. Mais ce que je voulais mettre de l'avant, donc, cette préoccupation que tout le monde voit, ce n'est pas simplement parce que c'est le consommateur qui paye plus pour les aliments, c'est qu'elle est relativement généralisée. Il y a un effet cumulatif de ce genre de on peut donner déjà l'exemple, c'est que, donc quand je dis que ce n'est pas simplement l'alimentation qui a été touchée par l'inflation, on estime qu'en 2023, un petit peu 2022, les ménages ont vu le coût de transport augmenter de 1 500 $. Le coût de logement a augmenté de presque 1 300 $. Les produits alimentaires, ça c'est les produits alimentaires où on ajoute aussi les boissons non alcoolisées, ils augmentent presque de 750 $. Et on peut en nommer, je vous arrête, il y en a beaucoup. Je me souviens, je vais quand même essayer d'insister, la plupart des données que vais vous citer, ils proviennent de 3 sources. On a essayé de tout. J'ai essayé de rassembler les sources. On en aura pour euh, Statistique Canada, Institut de statistique du Québec et ici aussi Nielsen. Qui est Nielsen? C'est une compagnie, une firme qui collecte les données de nos achats dans les magasins d'alimentation. Toutes les données que quand vous scannez, ils sont stockés quelque part et il y a plutôt Nielsen EQ, ou qu'on connaît souvent pour AC Nielsen. Il emmagasine autant de données et il les partage avec les institutions qui les achètent. Et nous faisons partie de ces institutions. Donc, je voulais vous dire que de temps en temps, vous allez voir passer Statistique Canada, Institut de la statistique et Nielsen qu'on va utiliser tout au long. Donc, je dis donc, c'est cette préoccupation, il y a un effet d'accumulation qui fait que, oui, on ressent et on revoit, il s'est passé quelque chose pour nous. Curieusement, même si on sait bien que les prix ont augmenté, on aurait pu dire que les gens se sont enrichis plus vite que les prix n'ont augmenté. Donc, de 2012 à 2023, quand on regarde l'accroissement de revenus disponibles, il a augmenté plus vite que les prix des aliments, il a augmenté plus vite, évidemment, que le prix de l'ensemble de l'inflation. Mais ça, c'est en moyenne.
quand on regarde au Québec en moyenne, donc les, la croissance de revenus disponibles a été de l'ordre de 44%, tandis que les prix des aliments ont augmenté autour de 40%, et l'inflation générale a augmenté de 27%. Mais pourquoi autant? Pourquoi on entend beaucoup plus parler? Mais c'est parce que, évidemment, le revenu n'est pas départagé ou partagé de façon égale. Oui, il y en a qui se sont enrichis ou peut-être d'autres revenus ont augmenté plus vite. Il y en a d'autres pour le revenu n'augmente pas autant pour compenser l'augmentation de l'inflation. Il y en a d'autres aussi, le revenu a peut-être stagné. Et c'est là aussi, on doit en tenir compte et c'est pour ça qu'on entend souvent ce genre de réclamation. Pourquoi? Parce que justement, on doit considérer les prix ou les achats ou les dépenses alimentaires par rapport d'abord aux revenus. Parce que nos dépenses alimentaires sont constituées la deuxième dépense des ménages après le logement et possiblement, ce que je disais, après le logement et suivi par le transport. Donc, c'est quelque chose qui nous est interpellé beaucoup. Et dans ce sens-là, on réalise que les Québécois, par rapport à les homologues canadiens, ils dépensent un peu plus pour se nourrir. Donc, la part du budget des ménages consacré à l'alimentation, incluant les boissons alcoolisées, est plus élevée au Québec, autour de 13,5 ou 14%, par rapport à ce qu'on voit dans la moyenne canadienne. Et en fait, en réalité, le Québec dépense plus cher que toutes les provinces qui sont à l'ouest du Québec, un peu moins par rapport à ce qui se trouve dans les régions atlantiques. Et ce qu'on va réaliser aussi, c'est que le Québec dépense, dans cette dépense-là, il dépense beaucoup plus dans les magasins d'alimentation par rapport à la part qu'on peut retrouver dans les restaurants. Mais dit comme ça, ça cache un petit peu de disparité. C'est pour ça que j'ai tenu à dire, écoutez, oui, c'est 13,5, mais en réalité, ça dépend de quel ménage vous vous trouvez. Si on prend les ménages québécois et qu'on les subdivise en 5 groupes, c'est le niveau de revenu. Donc, les 20% des ménages les moins faibles, avec le revenu inférieur qu'on appelle la quintile inférieure, et ainsi de suite jusqu'aux 20% les plus fortunés, si on peut utiliser ce terme-là, on se rend compte que la part du budget consacré à l'alimentation est plus élevée pour les ménages à faible revenu. On s'y attendait, donc de l'ordre de 17,5%, comparativement aux ménages avec un revenu supérieur qui est autour de 10%. Et aussi, on devait s'y attendre. Et ces ménages-là, à faible revenu, dépensent encore plus dans les magasins d'alimentation plutôt que dans les services de restauration, de services de livraison de repas qui sont de l'ordre de 15,6. Et ainsi de suite. Et là, on va comprendre que avec ce genre de dépenses, quand je dépense presque 17, 20% de maison, par rapport à l'autre qui dépense 10% de ce revenu, quand bien même je subirai le même pourcentage de croissance de revenus, plutôt de dépenses par rapport au prix, les effets que je ressens, la marge de manœuvre n'est pas la plus importante. Donc, c'est pour ça qu'on doit aussi analyser ces effets par rapport aux revenus, aux dépenses des ménages. Oui, on dit aussi, et c'est raisonnement, parce que nos ménages, ils sont accès à plusieurs produits. Je ne sais pas si le graphique est relativement visible, mais si j'entrais dans le magasin d'alimentation, normalement, voilà la répartition en termes de valeur de ce que je trouverais dans nos magasins. Donc, je verrai que les fruits et légumes frais ou transformés accaparent pour l'équivalent de 16% de vente. Les produits laitiers, les œufs et les substituts de l'ordre de 16% aussi, suivis par les boissons alcoolisées ou non alcoolisées, et les viandes et les mets préparés, tout ça qui se suivent dans cet ordre-là. Pourquoi je vous présente ceci? Parce que si on veut voir comment ça affecte nos ménages, il faudrait voir comment ces produits ont été touchés. Donc, et là, je vais inciter surtout sur les 5 dernières années parce que c'est là on en parlait beaucoup, mais comme je vous l'ai montré, la hausse des prix, on peut la traiter avec une période beaucoup plus longue. Mais c'est quand je regarde, voyez-vous, vous pouvez lire avec moi le tableau,
L'indice des prix, donc c'est l'inflation générale a augmenté presque de 19,4, disons 20%. Pour les aliments, on a augmenté les 5 dernières années de l'ordre de 27%, 26,8. Les aliments achetés au magasin, on le savait parce qu'on l'avait dit, ils ont augmenté un petit peu moins par rapport à ce qu'on a observé au restaurant, 25,8 par rapport pratiquement 29,8. Mais voyez-vous ce qui se passe. Les viandes, ils ont augmenté de 30%. Et ce n'est pas n'importe lequel. Si vous achetez, si vous aimez manger le bœuf, vous avez quasiment frappé une croissance de 40%. Le porc, il vous a donné un petit peu de répit à 20%, mais c'est encore beaucoup. Et même le poulet a augmenté de 33%. Là, je vais mettre un petit peu de nuance. Voyez-vous que si le porc augmente, la viande de bœuf augmente de 30%, mais à partant de 15 $ le kilo, c'est beaucoup plus important que du poulet qui augmente de 33%, mais en partant peut-être de 7 à 8 $ le kilo. Donc, toutes les augmentations, il faut mettre en perspective par rapport au prix de base qu'ils étaient. Donc, on peut avoir toutes les données, mais je vous fais remarquer, parce qu'on en a parlé beaucoup, les graisses et les huiles comestibles, l'huile de canola, l'huile d'olive, tout ce qu'on pouvait, ils ont augmenté de 75% au cours des 5 dernières années. C'est un ingrédient que j'appelle quasiment essentiel. Donc, voyez-vous, tout le monde, ça a touché pas mal de produits et c'est pour ça qu'on se dit, oui, les gens ont été touchés. L'autre élément que les gens ne réalisaient pas, oui, nous allons tous au magasin, mais c'est au niveau de revenus, je répartis mes achats de façon différente. Et donc, je pourrais être touché beaucoup différemment d'un ménage à un autre ou c'est plutôt le niveau de revenu. C'est ce que j'ai voulu mettre en, en présentation parce que les gens ne se rendent pas souvent compte, mais en réalité, la répartition de notre panier, et là j'ai utilisé les données de 2021 parce que c'est les plus à jour, les données de 2023 vont arriver quelque part à la fin de l'été. Je l'ai classé ces rôles au niveau de quintile inférieur, donc les ménages à faible revenu. Autrement dit, ces ménages-là, ne regardez pas le point le plus haut, 26%, c'est parce que c'est tout ce qui reste. Oui, il y a les boissons non alcoolisées, autres produits qui ne figurent pas là-bas. Mais regardez les produits laitiers. Les produits laitiers constituent, dans le panier des faibles revenus, 16% de dépenses. Les viandes, ils sont 14%. Les fruits et légumes, et les fruits et les préparations, 13%. Les légumes, 12%. En bout de compte, si j'avais à résumer, quand je compare le revenu, plutôt la répartition du panier, du consommateur ou des ménages à faible revenu par rapport aux ménages au revenu supérieur, ça se tient simplement à deux différences les sources de protéines animales. Les produits laitiers, nous avons les ménages à faible revenu qui dépensent pour 16%. Nous avons les ménages à revenu élevé qui dépensent pour 13,8. Mais là où c'est vraiment évident et visible, les viandes. Les ménages à haut revenu, ils dépensent pour l'équivalent presque 21% de leurs revenus, tandis que les ménages à faible revenu, ils dépensent pour 14%. Et on peut aussi le voir quand je regarde les poissons en bas. Les ménages à faible revenu, ils dépensent pour 3% et les ménages au revenu un petit peu élevé pour 4,7%. Donc, ça veut dire que quand on va voir les effets de la hausse des prix, il faut non seulement voir dans quel panier ça touche, où est-ce que quels sont les produits qui ont subi beaucoup plus d'augmentation, et penser à la répartition que les ménages ou les ménages peuvent faire. Pourquoi je mettais de l'avant cette possibilité? C'est que quand ça touche les viandes, j'ai toute la possibilité de substitution. La substitution peut être, je peux rester dans le bœuf, mais changer la coupe. Je peux prendre de la coupe 2, qui coûtait 30 $ le kilo pour tomber à 16. Prendre la viande hachée plutôt qu'une autre coupe. Ou simplement prendre, plutôt que de manger le bœuf,
manger le porc ou manger le poulet. Quand je suis un ménage à faible revenu, que j'étais concentré dans les produits à base de céréales, de fruits et légumes, la substitution en termes de prix, il n'y en a pas. Donc, non seulement ça, quand je suis touché, la notion de substitution devient pour chercher les produits les moins chers, ça peut être un problème. Tout ceci ont quand même des effets. Et comme je disais, les données de Nielsen nous apprennent que, avec la hausse des prix, on a vu que les stratégies d'achat des produits ont commencé. On a vu des gens qui se disent, écoutez, je n'achète que l'essentiel. C'est 41% des ménages sondés. J'achète les produits de marque moins chers, c'est 38%. Les gens ont acheté les moins. Oui, j'ai mis le produit, mais je vais chercher malgré tout beaucoup de produits alternatifs qui coûtent le moins cher. Et là, c'est là qu'on a vu les produits de marque privée y arriver, ou dans un cas, si je peux acheter, je vais acheter les produits de grande taille pour avoir ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Et dans certains cas, les gens, oui, je vais acheter unitaire. Non, mais la réaction peut différer aussi selon le niveau de revenu. L'autre chose, on a vu, on en a parlé beaucoup, on a vu des gens quitter les magasins qu'on appelle les supermarchés avec traditionnels pour aller les magasins arabais ou les magasins à escompte. Donc, c'est pour ça que vous voyez les gens achètent de moins en moins, etc. Mais les Maxi, Super C, et Walmart, ils ont gagné des parts de marché par rapport aux épiceries traditionnelles parce que justement les gens sont à la recherche des produits les moins chers. On, les points de fidélité, ils ont gagné beaucoup plus en popularité. Donc, tout ça pour essayer de réduire la facture. Ou, et nous le faisons tous, quand les produits sont réduits, on fait des achats de stock. On fait des réserves lorsque les produits sont en rabais. On achète que certains, on choisit d'acheter que les produits en solde et ainsi de suite. Donc, c'est un geste, c'est des comportements où on voit beaucoup de ménages s'engouffrer pour dire, écoutez, comment faire pour réduire nos factures de dépenses. Et est-ce qu'ils ont réussi? Pas toujours. Pourquoi je dis c'est pas toujours? Parce qu'on nous dit, et ça c'est une publication de Statistique Canada du 16 mai 2024, avec cela, on nous dit que 24%, je ne l'ai pas mis dans la CETAT, c'est que Nielsen, eux, nous dit qu'en 2024, il y avait 24% des Canadiens qui affirmaient sauter un repas pour économiser sur les dépenses. De cela, il y en avait 7% qui utilisaient les banques alimentaires. Donc, ça veut dire qu'il y avait une insécurité. Et Statistique Canada nous dit qu'il y a beaucoup de familles qui vivent avec une insécurité, l'insécurité est en hausse. C'est le cas de 34% de ménages, de familles monoparentales, 20% des familles, des personnes qui vivent tout seules, et même les couples avec enfants, 17%, ou 17% pour toutes sortes de types de familles, et 11% même pour les couples sans enfants. Donc, avec tout ce qu'on a pu voir depuis l'augmentation des prix des aliments, certaines familles se privent de consommer, certaines familles vivent une insécurité alimentaire qui est en hausse, et ainsi de suite. Et ce n'est pas simplement canadien. Quand on regarde insécurité au niveau du Québec, on nous dit pratiquement qu'en 2022, il y avait 1 342 000 personnes qui vivaient une insécurité alimentaire au Québec. C'est donc 17%, 15,7 ou 16% de la population québécoise qui dit. Et de ce nombre-là, il y avait pratiquement 239 000, une personne sur 5, qui souffrait d'insécurité alimentaire grave, un peu plus de la moitié, donc 686 000,
qui vivaient avec une insécurité alimentaire modérée. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est peut-être pas une évaluation assez importante, mais au cours des dernières années, on a constaté une augmentation de l'insécurité alimentaire. Quand on compare, par exemple, à 2019, on, on comptait Bonamara autour de 14,7%. Et là, on se rend compte qu'il y a déjà un point de pourcentage dans un espace à peine de 2 ans des personnes qui vivent avec une insécurité alimentaire au Québec. Donc, c'est inquiétant et ça pourrait bien avoir des conséquences parce que on constate que entre 2020 et 2023, qu'il y avait au Québec des personnes de l'ordre de 2,6 millions qui pourraient demander de l'aide alimentaire, dans, qui répondent mensuellement pour avoir de l'aide alimentaire, que ce soit par les banques, que ce soit dans d'autres secteurs. Mais donc, c'est un secteur où c'était, comme je disais, c'est surtout des effets qui pourraient aller à long terme parce que ça peut compromettre la santé des jeunes gens, des enfants, des familles, parce que les prix des aliments ont augmenté. Donc, je ne voudrais pas quand même prendre plus de temps, c'est pour ça que on m'a dit, prenez pas beaucoup plus de temps. Je voudrais m'arrêter ici parce que j'ai abordé beaucoup de sujets, j'ai abordé beaucoup de données, j'ai parlé beaucoup de dépenses. J'imagine que certaines personnes ne savaient même pas qu'on avait autant de données sur la consommation et les prix. Je voulais tout simplement m'arrêter ici de vous laisser parler et vous poser les questions. Et je terminais en vous disant que nous en publions, notamment il y a 2 documents, le botin sur la consommation et la distribution alimentaire, où on peut trouver toutes les informations, surtout la distribution, la restauration, les prix, la consommation, toutes les données sont là. Et un autre document qu'on est publié toujours le premier du mois de septembre, où on fait les différents produits, ventes des produits alimentaires dans les grands magasins, autant en volume en valeur, dépendamment. Donc, c'est une des références où on peut rechercher des informations. Et là, je m'arrêterai ici pour prendre que 30 minutes et vous laisser poser des questions si jamais vous en avez. Merci. Oui, donc, merci beaucoup, Monsieur Itaguizou. Euh, alors, on serait prêt à prendre des questions. Est-ce que pour la période des questions, donc on vous invite soit à lever la main pour poser vous-même oralement votre question, ou vous pouvez taper votre question dans le bavardage, là, dans le chat. Et donc, alors, on a déjà une personne, donc Marlène, au cours de votre présentation, qui a posé la question pour la consommation du panier, est-ce que ça représente une quantité, des poids, nombre de produits, ou bien c'est la valeur des produits? Le graphique que j'ai présenté concerne, c'est la valeur des produits. Donc, c'est la répartition en fonction de valeur. La répartition en fonction de volume, elle existe. Évidemment, vous comprenez que les volumes, oui, on essaie de le faire tous en kilos, mais c'est quand même notre répartition parce que ce moment-là, on réconcilie les volumes en litres, et puis en kilogrammes, mais ce que la présentation là que j'ai donné, les 16 et les 17%, c'était surtout en valeur. Merci beaucoup. Donc, en attendant que notre auditoire se dégèle, je peux me permettre une ou deux questions. Donc, vous avez, bon, quand on voit les données sur la part des dépenses alimentaires selon le revenu, et donc la part, la proportion était plus élevée pour le quintile le plus faible, euh, comment vous expliquez cette répartition-là plus importante, c'était par les choix de catégories alimentaires? Non, c'est que acheter alimentaire, c'était un geste essentiel. Autrement dit, il y a le minimum qu'on doit combler parce qu'on ne peut pas se priver de manger. Autrement dit, c'est que oui, j'achète, ils dépensent, c'est moins. C'est ceux qui vont dépenser, peut-être, prenons un chiffre de $6,000.
Mais ce 6 000 dollars-là, il est mis sur un revenu qui est relativement faible. Autrement dit, si vous êtes un ménage que vous dépensez, vous avez un revenu de 30 000 dollars, vous avez beau dépenser autour de 4 800 ou 5 800, vous venez de tomber à 15%. Mais un ménage de 110 000, il y dépense peut-être Oui. 21%, mais il est encore, il est 12 000, il est en bas de 10 000. Donc, c'est une nation que non seulement on peut, il y a une base d'abord pour manger, on ne peut pas compresser jusqu'au bout, mais c'est surtout le revenu qui est plus faible qui fait que ça augmente. Mais par contre, on choisit aussi la répartition selon nos revenus et c'est là où se trouve beaucoup plus de différence. C'est très clair. Merci beaucoup. Donc, on a une question de Céline Plante. Céline est une nutritionniste qui travaille en surveillance. Bonjour, merci beaucoup pour la super présentation. Petit micro, puis vous allez peut-être mieux m'entendre. Ouais. Euh, Ma question est un peu en lien avec la question de Marlène, qui est quand vous présentez la composition du panier, puis vous avez accès à des données Nielsen en dollars, est-ce que vous avez aussi accès aux données en volume ou c'est seulement les dollars auxquels vous avez accès, là, entre autres pour faire vos publications là, que vous avez montrées à la fin? La répartition que je vous ai faite ne vient pas nécessairement de Nielsen. La OK. répartition par ménage vient de Statistique Canada. Là, on a accès au volume aussi. Mais on comprend que dans les volumes, j'aurais pu le faire. D'ailleurs, j'hésite à mettre et en volume, mais qu'est-ce que ça donne? Ça existe aussi parce que j'avoue que les produits, on les aurait tout de suite retrouvés, mais ça a de la valeur quand on parle, est-ce que les fruits et légumes, c'est combien, la viande, c'est combien, c'est là que ça aurait été beaucoup plus parlant, mais on les a effectivement. D'accord. Puis pour ce qui est C. Nielsen, est-ce que vous avez seulement accès au montant en dollars ou les volumes aussi sont disponibles dans les bases de données que On a vous des avez accès? volumes. On a des volumes. Le problème, c'est que Nielsen, on ne sait pas le revenu des ménages. Donc, on ne peut pas associer les ménages. Mais oui, chez Nielsen, nous avons et OK. la valeur et les volumes, même si le référentiel que j'ai donné sur le site, nous ne publions que les données en valeur. Mais à l'interne, OK. nous avons les volumes. C'est que notre contrat de publication, même si on a accès aux données, parce qu'on doit donner, on met à l'extérieur, nous mettons 500 lignes qui nous est permis par Nissan, mais à l'intérieur, nous avons tout le magasin. Tous les Mais produits vous magasin. auriez le droit de sortir les volumes si vous vouliez Oui, pour les mêmes catégories. D'accord. je sais que nous avions déjà INSPQ, on avait partagé les données sur les volumes Oui, il y a longtemps, il y a il y a peut-être une longtemps. quinzaine C'est d'années, là, ça. on avait Oui, j'étais là, regardé le j'avais passé panier. le Oui, panier. Donc, on a les données. Et comme on d'accord. voit, nous les avons depuis 2001. Donc, ça fait quand même 22 ans Ah, qu'on a accumulé ce genre de données. Mais en termes de publication à l'extérieur, ce qu'on fait le 1er hmm, septembre chaque année, nous publions que les valeurs et pour 500 lignes qui nous est permis. OK. Mais c'est très intéressant aussi de regarder le volume parce que c'est dommage, l'inflation vient un peu mêler l'augmentation en volume et en prix. Fait que quand on voit des changements d'une année à l'autre, tu sais, souvent on peut pas trop savoir c'est-tu plus de volume, admettons, je sais pas, de tofu ou c'est que le prix du tofu a augmenté? Ben là, je dis du tofu, mais je sais que vos catégories sont beaucoup plus larges, là, mais est-ce que l'augmentation est associée plus au fait qu'il y ait une augmentation du volume acheté ou c'est une grosse partie de l'inflation qui explique les différences Mais là, interannées? vous permettez que j'ajoute Oui? un petit peu de précision parce que vous ouvrez la porte. C'est que nous, pourquoi malgré qu'on a accès aux données de Statistique Canada et même aux microdonnées, pourquoi nous utilisons malgré tout dans nos analyses à l'interne ou dans certains cas les données de Nielsen? C'est que les données de Nielsen nous permettent de capter l'effet d'achat de réserve. Autrement dit, quand on diminue la quantité de viande ou de tel produit, de voir que le volume acheté est énorme. Ce qui fait que plutôt que d'aller constater semaine par semaine la viande de bœuf, côte levée ou quelque chose, il a augmenté de comment, nous sommes capables de faire, écoutez, par rapport à l'année passée, le prix moyen. Le prix Hmm. moyen payé combien? Autrement dit, c'est que là, on va parler de la valeur qu'on a payée pour les côtes levées et le volume qu'on a acheté. Parce qu'on revoit dans une semaine où on a annoncé la réduction de côtes levées, on les voit acheter en grande quantité, ce qui fait que ceux Ouais. qui ont bénéficié de 15%, ils ont accumulé pour 2 semaines et ils en ont acheté pour longtemps. Donc, ce Hmm, qui fait mhm. que pour aller chercher le prix moyen, nous avons accès au volume et à la valeur. Et là, je peux comparer les deux comparables
combien les gens ont dépensé. Et ultimement, les gens, tout le monde voit au mois de décembre, il y a l'université d'Arouzi qui publie les données et qui dit, OK, si ça toute la tendance continue, on va avoir 1 500 $ de dépenses de plus. Ça n'est jamais arrivé. Pourquoi ça n'arrive pas? C'est que justement, il y a des achats de réserve, les gens passent, si ça augmente, ils achètent autre chose, et ça, on est capable, nous, de le capter. Ah. Parce qu'on peut avoir ces données sont vraies tous les 4 semaines. De voir ce qui s'achète. D'accord. Merci. Merci vous aussi. Merci. Justement, là, que vous abordiez la notion de substitution, on a Valérie qui pose une question. Je serais curieuse d'en apprendre plus sur la situation des légumineuses. Est-ce que le prix a beaucoup augmenté et quelle est leur place dans le panier d'épicerie des Québécois, comme comme la viande est plus chère, à quel point, je lis, à quel point les consommateurs se sont tournés vers les légumineuses comme source de protéines. Ben, comme source de protéines, et vous, maintenant, parce que nous avions produit, c'est le Biocube 32, l'année passée, le Biocube 19, on avait posé la question comment les achats, est-ce que les ressources de protéines végétales coûtent-elles plus cher par rapport aux protéines animales? Vous verrez le Biocube, le numéro 19, qui nous permet d'aller sonder les questions pour savoir. Mais c'est vrai ils ont été achetés en grande quantité, et c'est ce que nous mettons en valeur là-dessus. Et on fait aussi en valeur que oui, les prix ont augmenté, mais ils ont augmenté moins vite que les viandes. Donc, il y a cet engouement on observe, et je prédis aussi que c'est une des catégories que nous suivons pour voir, parce que tout le monde, que ce soit un choix de production, les soya, les légumineuses, entre autres, est-ce que, parce qu'on commence à parler de plus en plus de viande végétale, je mets entre guillemets, on suit, est-ce que ça bouge, est-ce que ça coûte plus cher, et comment ça évolue dans les magasins d'alimentation, et c'est un secteur qu'on suit chez nous. Donc, on a publié là-dessus le 19. Je pourrais donner même le numéro de. En tout cas, je sais que c'est le numéro 19 de l'année passée, le Bioclip. Donc, une fois que je serai blanchi, je pourrai vous le donner. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre conférencier? Alors, peut-être que je peux me permettre une autre question. À un moment donné, vous avez présenté une diapo qui parlait de l'impact des prix sur les consommateurs et j'ai vu que les résultats qui étaient là, c'était identifié comme la source étant de, justement, je ne sais pas si je le prononce bien, Nelson. No, euh, Nielsen écrit, oui. donc, est-ce que ça veut dire que Nelson fournit aussi des données de... Est-ce que, par exemple, les données qui ont été utilisées pour la diapo sur l'impact des prix des consommateurs, est-ce que ça origine des transactions à la caisse ou ils réalisent également des sondages, eux? Oui, Nielsen réalise des sondages home scan. Non seulement, comme je disais, il scanne tout ce qui passe dans les magasins, mais Nielsen a une base de ménages chez qui il passe, toujours qui ont un scan et où il passe le sondage tout au long de l'année. Et c'est un sondage à des périodes bien particulières. Donc, et il demande combien, qu'est-ce que vous achetez, pourquoi vous l'avez acheté ou vous voulez acheter. L'autre catégorie, c'est aussi qu'on voit, non seulement, c'est pas simplement que vous avez acheté, quand il regarde par semaine, est-ce que votre taille de panier a diminué? Parce que vous avez scanné, parce qu'on peut le lier au scan à un client, est-ce que le panier a-t-il été, c'est de même taille, qu'est-ce que vous n'avez pas acheté, ou dans combien de magasins vous êtes allé acheter. Donc, ça fait partie de toutes les informations qu'ils essaient de compiler pour non seulement de voir où est-ce que ça s'achète, c'est quoi le comportement du consommateur quand il est arrivé là-dessus et combien de fois vous allez au magasin, par exemple. Donc, ça fait partie de toute une information qui est là et je ne vous cacherai pas, c'est parce que aussi les distributeurs ont besoin d'avoir accès à ce genre d'informations. Parce que le premier utilisateur de ces données de Nielsen, c'est les distributeurs alimentaires eux-mêmes pour modérer les comportements, modérer les prix, modérer un certain nombre d'affichages ou de données. Donc, c'est
Nous ne sommes que les bénéficiaires secondaires de cette information. Vous venez d'ouvrir une porte, peut-être pour une question. Euh, qui sont vos principaux clients de vos productions, des rapports et des statistiques que vous sortez? Il y en a plusieurs. Je dirais que la plupart de nos statistiques, évidemment, il y en a qui sont internes. Mais commençons par vous et tout le monde, parce que nous avons l'obligation de publication et nous publions des bioclips qui sont mis en ligne tous les mardis à 2 heures. On traite un certain nombre de sujets et nous en produisons autour de 42 par année. Ça, c'est... Mais le deuxième produit, c'est que tous les sectoriels, ils ont qu'on appelle chez nous les projets diagnostiques sectoriels, prennent le secteur laitier, ils produisent pour comment savoir comment l'industrie se comporte. Et l'une des choses qu'ils doivent savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans le marché. Est-ce que les gens achètent le lait? Est-ce qu'ils achètent le lait à 2%? Est-ce qu'ils achètent le lait à 2% ultra filtré? Et combien le prix? Est-ce que la quantité qu'ils consomment? Donc, ça fait partie de tout ce que nous produisons. Et dans ce sens-là, il y a 26 monographies qu'on les appelle ou les projets diagnostiques. Et nous sommes fournisseurs de ces données en termes de la demande autant à l'interne, parce que à interne étant au Québec, au Canada, à l'externe, parce que nous produisons aussi des données sur les exportations. Ça, c'est la première, deuxième utilisation. La troisième utilisation, et qui apparaît simplement plus tard, avec ces données, ou parce qu'il y a la question qu'on n'a pas posée, mais quand je m'en vais dans le magasin, combien il n'y a pas de produits québécois sur le marché québécois? Et ou simplement, quand nous produisons, c'est quoi la retombée économique du secteur de la production laitière au Québec? C'est pour nourrir ce qu'on appelle le modèle intersectoriel, ça nous prend aussi c'est quoi la demande. Ce qui veut que je suis capable de dire, écoutez, le secteur laitier, il est responsable de 6 milliards de PIB, il emploie les emplois directs et indirects de 26 000 emplois. C'est à nourrir ça, c'est le modèle avec la demande, ce que les gens achètent, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup, évidemment, ultimement, pour faire les politiques, ça prend les données. Ce qu'on dit, ce qu'on ne compte pas, on ne gère pas, c'est l'idée que, et je dirais que donc, pour répondre beaucoup plus succinctement, c'est que la moitié de notre clientèle est à l'externe, mais peut-être l'autre moitié, c'est à l'interne pour les aider à prendre des décisions ici et là. Merci beaucoup. Est-ce que on doit comprendre que le MAPAC utilise des données produites par d'autres organismes? Donc, vous avez nommé évidemment Nelson, l'Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada, mais est-ce que le MAPAC lui-même euh, collecte des données? Oui, le MAPA collecte les données parce que, comme toute organisation, nous avons les données administratives. Autrement dit, il y a aucune institution au Québec qui a plus de connaissances de savoir il existe combien de producteurs au Québec. Ça, c'est une information de ma PAC qui va donner à d'autres organismes, là, mais au moins parce que pour être un producteur au Québec, ça te prend un NIM, ce qu'on appelle un enregistrement, parce que tu dois avoir ta taxe foncière et la payer. Donc, il y a ce genre de données qu'on a. Pour avoir un restaurant au Québec, tu dois avoir un permis. C'est le MAPAC qui offre ce permis-là, où il t'inspecte. Si vous êtes à Montréal, mais à Montréal, il inspecte, c'est par la délégation du MAPAC. Si vous avez à avoir un magasin d'alimentation, c'est le MAPAC qui vous donne un permis. Il doit savoir quel magasin avez-vous et quelle superficie de magasin vous avez pour faire l'inspection. Donc, le MAPAC, en fait, tellement, il a ce genre de données administratives, évidemment d'autres données qu'il collecte en termes des entreprises, combien de revenus vous générez, ainsi de suite, parce que les programmes qu'il a sont basés aussi, il intervient le MAPAC quand même, c'est basé sur les données réelles. Et l'autre catégorie, il y a des données, je vais plaider pour mon église, il y a les données qui sont officielles au gouvernement du Québec, mais qui sont entièrement produites au MAPAC. Vous connaissez, je ne sais pas, mais l'industrie alimentaire par région administrative. C'est le MAPAC, c'est ma direction, qui finit par rassembler toutes les données pour dire la valeur de la production en Montérégie et dedans. Les emplois qui sont associés à la production agricole sont, ou au secteur bioalimentaire entier, c'est autant. Donc, c'est des informations que le MAPAC produit et qui deviennent des données officielles du gouvernement du Québec dans ce sens-là. Donc, il y en a, et là, je viens de nommer plusieurs, mais il y en a. Il y en a beaucoup de données qui sont produites dans ce sens-là. Est-ce que les données que vous détenez ou est-ce que votre service, par exemple, fait le genre d'analyse
Bon, on a vu ça, des analyses qui parlent de l'accessibilité alimentaire ou par zone ou Les déserts alimentaires. les déserts alimentaires, par exemple. Est-ce que Ok. vous produisez des données par rapport à ça? Non, on ne produit pas les données par rapport à ça, mais on est capable de nourrir ceux qui en produisent par rapport à ça. Qu'est-ce que je veux dire qu'on est capable de nourrir parce que ce n'est pas fictif, quand ce qu'on appelle le désert alimentaire, même si les produits sont disponibles, même si les magasins, mais on peut se dire, est-ce que dans 5 kilomètres par rapport à la population, y a-t-il une épicerie qui vend des fruits et légumes? Donc, comme je disais, nous sommes capables de déterminer, comme nous donner des périmètres, nous sommes capables de déterminer géographiquement, si on voulait, l'emplacement de tous les magasins d'alimentation au Québec, parce qu'on en a l'adresse ou ce qu'il faut. Donc, je sais que dans certains cas, il y a des centres de recherche à l'université qui ont voulu établir le désert alimentaire. Donc, ils partaient de l'emplacement de tout ce qu'on avait en termes de magasins. Donc, c'est ce genre de choses qui sont de l'ordre de recherche, qui ne sont pas de suite à nos préoccupations, mais on s'en soucie évidemment, mais ce genre de choses, ça pouvait être fait grâce à ça. Merci beaucoup. Donc, une question de Rosanne. Euh, j'ai hésité à savoir, est-ce que c'est Blanchet ou Blanchette? Ça lâche pas. OK. Donc, professeur Blanchet. Merci. En fait, j'ai deux questions. J'avais une question, puis je veux rebondir là, sur ce que vous venez juste de dire, que vous avez une liste de tous les magasins d'alimentation. Puis je me demandais à quelle fréquence est-ce que cette liste, elle est mise à jour? Parce que dans un de mes projets, on se posait cette question-là. Je pense que c'est... ouais. Donc, tu sais, on sait qu'il y a beaucoup de roulements. À quelle fréquence est-ce que c'est mis à jour? Comme première question. Et je vous dirais, c'est au nombre de permis. Parce que si vous avez un restaurant, normalement, vous êtes supposé de renouveler chaque année. Je prends l'exemple de restaurant. Maintenant, supposons que j'ai renouvelé au mois de février 2024. Ça se pourrait qu'au mois de juin, si je n'avais pas de problème, si j'avais pas de... j'ai fermé. Mais rendu au moment où, rendu au mois de février, et que vous n'avez pas renouvelé le MAPAC, ou bien vous êtes dans l'illégalité, ou vous n'existez pas, le MAPAC va se considérer que vous n'existez pas parce que vous avez... Donc, ce qui fait que les données, dépendamment de la durée du permis, on est sûr que si on prend 2 ans, on vient d'avoir l'exemple de tout ce qui existe. Ça, c'est dans le cadre. Ça existe aussi parce qu'un restaurant, on le sait quand il ouvre, mais quand il va fermer, il ne va pas dire, écoutez, je vais retirer d'être il a déjà payé. Dans le cas des magasins d'alimentation, c'est compliqué parce que les magasins d'alimentation, par essence, avec tous les risques, ils sont obligés de s'enregistrer et ils ne ferment pas à tout bout de champ. Donc, on est capable de les avoir à l'adresse. L'autre catégorie, les entreprises de production agricole, parce que ça change de nom, et ils sont obligés de ça, parce que tu dois avoir un NIM, si tu veux avoir le retour de taxes foncières, ainsi de suite, et d'autres services. Maintenant, il peut y avoir aussi un producteur qui n'a vraiment pas besoin d'un NIM, qui n'a pas besoin d'un programme, ce qui fait que ce qu'on risque d'avoir, c'est moins d'entreprises que ce qui existe, mais ce qui existe, on les a, et cette caractéristique qu'on a. Maintenant, si vous me demandez qu'est-ce qu'il produit, là, ça pourrait être un problème. Si quelqu'un il produisait hier les céréales, le maïs, aujourd'hui peut produire le soya, ça se pourrait que je n'ai pas suffisamment d'informations sur la production au jour et l'hectare, mais le nombre d'entreprises qui existent, ça c'est sûr là, Merci. pas la production principale. Mon autre question était je me demandais si vous avez des informations sur le nombre de travailleurs qui sont impliqués dans la transformation, dans la production alimentaire, des travailleurs canadiens, mais aussi des travailleurs migrants temporaires. On sait qu'il y en a de plus en plus. Dans mon équipe, avec mon équipe, on s'intéresse à cette population-là, puis on a de la difficulté à trouver des chiffres. Je me demandais si vous en aviez. Ça tombe bien. Ben, une des données qui existent, c'est comme des emplois en production, en transformation par maillot, par le secteur. Ça, c'est sur les données de statistiques, il existe. Maintenant, il y en a qui sont plus variables. Si dans le secteur de la transformation, on est supposé en avoir relativement bien clair, parce que là, on peut y mettre avec l'Institut de la statistique, Statistique Canada. Mais les emplois en production agricole, on dit qu'ils sont variables et pour toutes sortes de raisons, je pourrais en expliquer un.
Et on a fait un effort aussi pour des emplois temporaires, parce qu'ils sont imprimés, on le sait. On reconnaît, ils sont vraiment connus. Mais savoir, quand on doit les relier à la production, c'est là que l'enjeu arrive. Et pour ça que je disais, on connaît les emplois en production, c'est sûr, mais les emplois euh, temporaires, immigrants temporaires, on les connaît. Mais quand on veut relier à la production, de temps en temps, c'est que ça se peut. Parce que ça se pourrait que quelqu'un, il produisait, il était dans les fraises, et la semaine suivante, il s'en va dans les pommes, et l'autre suivante, il s'en va dans les pommes de terre. Donc, ce qui fait que l'idée de ne pas refaire le double comptage, parce que c'est la même personne qui a travaillé avant midi dans une production, après-midi, elle est dans une autre, ou le lendemain, elle est dans une autre. C'est là qui arrive. Mais normalement, on est supposé connaître ce genre d'informations, dis-moi d'en avoir une estimation relativement valable pour ce genre de données. Est-ce que vous les publiez? Hein? Est-ce que vous les publiez? Euh, Au réseau interne, si mais si vous regardez sur le site internet d'IMAPAC, à droite, il y a une partie qu'on appelle statistique. Et quand vous allez dans la partie statistique, vous allez par maillot. Vous allez même voir emploi. On dit emploi, combien d'emplois. En bas du graphique, il y a un fichier Excel où on donne les 10 dernières années pour le Québec. Parce qu'on peut le donner pour. Donc, vous devrez normalement les avoir. Et je ne pense pas que si vous allez voir les emplois temporaires, ça sera une demande, vous verrez, mais ça peut exister. Normalement, partie statistique à droite, en bas de chaque, il y a toujours un fichier Excel pour les 10 dernières années. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Donc, une question d'Evelyne Breton. Oui, bonjour. Je, en fait, j'ouvre complètement un autre sujet que là où est-ce qu'on est allé, mais je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec la surveillance en santé publique par rapport aux investigations d'éclosion. Dans une conférence récente à laquelle j'ai assisté, on parlait à quel point c'était difficile d'avoir de l'information sur les achats quand ils font des investigations pour être capable de lier à des produits en particulier. Est-ce que vous collaborez avec ces investigations-là? Vous semblez, en fait, ce qui me saute aux yeux, c'est que vous semblez avoir, ouais, on dirait avoir accès à plus d'informations ou plus d'informations à jour, mais c'est peut-être une impression, là. J'ai absolument rien pour supporter ma question à ça. Mais je serais curieuse de savoir s'il y a une collaboration dans les investigations d'éclosion. Ben, ça me surprend aussi, moi, la question. Moi, quand je regarde, parce qu'on a un sous-ministériel des inspections, justement, et c'est Moussaya. Et si vous regardez, je ne sais pas, si vous regardez le site d'IMAPAC à gauche, d'IMAPAC, il y a toujours les annonces des éclosions de tel, ne consommez pas tel produit, ne consommez pas tel produit parce que telle allergie n'a pas été déclarée, telle allergie n'a pas été déclarée. Ça fait partie des choses qui sont du mandat du sous-ministériel en question. Et pourtant, moi, je me dis, moi, évidemment, quand je rouvre toujours interne, il y a toujours les annonces qui disent ne consommez pas tel, parce que justement, parce que les gens, euh, voyez-vous, je pense que j'allais voir, mais en tout cas, moi, je pensais que c'était déjà un acquis que MSA Moussaya travaille en même temps que Santé Canada et qui a toujours sur le site internet d'IMAPAC l'endroit où on annonce tel produit ne pas le consommer, tel produit consommer. C'est Mais peut-être une fois que l'investigation est complétée, le produit a été identifié, mais à des étapes antérieures, des fois quand ils sont euh, aux premières étapes de l'investigation pour identifier c'est lié à quel produit. Je me souviens qu'il y avait un intervenant qui me parlait du fait qu'il essayait de travailler avec les cartes de fidélité des commerces pour essayer de voir quel produit était acheté, mais c'était très, très, très compliqué. Ça demandait beaucoup de formulaires de consentement. Tandis que vous aviez semblé ah, avoir ouais, accès. ok, Mais là, j'ouvre attends. complètement Ok, mais un là, autre là, je dossier. comprends. C'est de tout de suite identifier c'est qui l'a acheté parce que nous, et parce que l'idée de se dire, quelqu'un vient de dire qu'il est contaminé, est-ce que c'est quel produit l'a acheté? Parce que c'est là, c'est aussi la nécessité de droit privé. Parce que si vous n'avez pas donné l'information, ben, personne ne va trouver là. C'est pour ça que c'est plus facile d'aller chez, quand on passe par Costco, aussitôt qu'un produit, on sait tout le monde qui les a achetés. Ça, c'est simple. Ils peuvent aller pour dire, écoutez, nous sommes capables de faire appel. Mais dans le cas des magasins simples, c'est pas si évident que ça. Oui, ils peuvent toujours tourner à quelqu'un qui a payé avec la carte, mais ça, c'est l'intrusion de la vie privée. C'est pas si évident que ça à faire. Donc, c'est là que je trouve l'information, mais le reste, les enquêtes sont faites, mais sont faites parce que c'est pas le tâtonnement, c'est qui est le produit.
Merci. Merci beaucoup. De rien. Peut-être qu'on peut se permettre une dernière question. Est-ce que quelqu'un aurait euh, pour pas que vous le regrettiez pour le reste de la journée, j'aurais dû poser telle question. Voilà, vous avez la chance. Sinon, je vais vous poser la dernière question et ensuite, on va devoir conclure. Euh, Vous avez abordé, je pense, peut-être un petit peu cette notion-là. Est-ce que vous avez des collaborations, par exemple, étant donné votre expertise, la profusion de données, la nature des données, est-ce que vous avez des collaborations avec des chercheurs sur des projets particuliers? Nous avons des collaborations avec les chercheurs, nous en avons beaucoup même pour avec l'INAF, l'Observatoire de l'alimentation, parce que déjà pour, je ne sais pas, vous savez, la politique bioalimentaire du Québec a une de ses cibles qui est la valeur nutritive des aliments. L'une de ces bons, il y a 14 catégories qui sont analysées avec, dans ce genre de suivi de la cible. Et même si la cible est suivie par ma direction, mais c'est l'INAF qui est chargé de collecter les données sur la barrière qui est écrite sur les boîtes ou tous les produits. Et nous achetons les données, nous fournissons, justement, comme je disais, nous fournissons les données de Nielsen des achats qui ont été faits pour une période bien déterminée parce qu'ils le font par année. Nous fournissons les produits avec code à barre pour qu'ils relient ces codes à barre-là avec la barre des produits. Donc, on fait ce genre de recherche. Ça, c'est un exemple que je donnais, mais il y en a plusieurs d'autres aussi. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez vous avez parlé de observatoire de l'alimentation? Ouais. OK, je, 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 je le prends en note, c'est une organisation que je ne connaissais pas, là. Institut nutraceutique et aliments fonctionnels, il a dedans un mandat aussi de l'Observatoire de l'alimentation. Et c'est avec cet observatoire-là que nous suivons la valeur nutritive des aliments transformés, consommés au Québec, qui est une des cibles de la politique bioalimentaire actuelle. Le titre exact, c'est l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire. De l'offre alimentaire, c'est C'est ça. ça, il manquait ce petit bout-là. Tu en as peut-être déjà entendu parler, Bernard Simon. On- C'est avec Véronique Provencher, là, elle est souvent là au JASP et aux autres activités là, de santé publique. Observatoire de la qualité De l'offre alimentaire. De de l'offre alimentaire. l'offre alimentaire. Merci beaucoup. Voilà, donc malheureusement, je pense. Oh, merci, quelqu'un a déjà. On vient de vous donner déjà l'adresse. Ben oui. Alors, je m'excuse pour les personnes qui avaient posé là, une autre question dans le chat. On va devoir conclure, étant donné que les gens ont beaucoup d'occupations. Et donc, on va remercier sincèrement M. Ita Yezou, il faut que je le dise lentement, Ita Yezou, pour votre présentation qui était très intéressante et très instructive. Donc, je pense qu'on a appris que le MAPAC, comme on avait parlé, que le MAPAC, ce n'est pas juste des méchants qui donnent des contraventions pour des questions d'hygiène de restaurant, mais que vous avez d'autres activités qui sont très intéressantes et très utiles. Alors, merci pour votre séminaire. Merci également à toutes les personnes qui se sont jointes aujourd'hui avec nous. Donc, jusque vers la fin, il y avait encore 46-47 participants. Donc, plusieurs ont trouvé ça intéressant et sont restés jusqu'à la dernière minute. Et donc, merci pour votre participation. Et on vous invite à notre prochain séminaire, le séminaire du mois d'avril, le 17 avril, qui va porter sur le bilan routier de l'année 2023 et quelques statistiques compilées par la SAAC, la Société d'assurance automobile du Québec. Et on ne parlera pas de leur service Clic, là, qui fait des manchettes dans ce temps-ci. On va parler d'un aspect plus intéressant pour nous. Et donc, on vous invite pour le prochain séminaire. Alors, merci encore à tous les participants. Bonne fin de journée et merci beaucoup, M. Itaï Yezou. Merci à vous aussi. Puis à bientôt. Merci beaucoup, c'était très instructif. Merci.